Tout est là, la maison, les objets, le quotidien, sauf elle. Une femme enceinte disparaît, 2 petites filles aussi, et la maison reste intacte, comme un décor qui continue, sans les vivants. La police arrive, les caméras suivent, et lui se tient au centre. Il parle calmement, sans émotion, comme si chaque mot était choisi pour ne rien laisser déborder. Parce que la question n'est pas où sont-elles, la question c'est qu'est-ce que ce calme est en train de cacher. Bienvenue dans l'affaire Chris Watts. Nous sommes à Frédéric, une petite ville dans le Colorado. Un lotissement tranquille, une maison comme on en voit partout. Pelouse, garage, cuisine claire, un décor ordinaire, propre, rangé. Et derrière cette porte, il y a une famille. Shannon Watts, 34 ans, Chris Watts, 33 ans. 2 petites filles, Bella et Céleste de 4 et 3 ans. Et un troisième enfant à venir. Shannon travaille depuis la maison. Elle vend Thrive, un programme de bien-être, et elle vit beaucoup dans le lien. Organisation, parole, mouvement. Elle partage son quotidien et fait des vidéos, des lives Facebook. On la voit souvent, on l'entend souvent. Elle a une énergie solaire, elle est directe et volontaire. Chris, lui, travaille sur des sites pétroliers. À l'image, il apparaît plus discret, plus en retrait. Il parle peu, suit le mouvement, sourit, reste à côté. C'est une présence calme, peu démonstrative. Ils se rencontrent en 2010, en ligne, une demande d'amis, puis des messages, puis quelque chose qui prend. Ils se marient en 2012 et la vie les emmène au Colorado. Au centre, les enfants et une grossesse de 15 semaines, l'image d'une famille américaine parfaite. Et c'est précisément ça qui va rendre la suite irrespirable. La nuit du 13 août 2018, Shannon rentre d'un déplacement professionnel. Elle arrive tard, elle franchit la porte, elle retrouve la maison. Et puis, le matin se lève, sauf que Shannon ne répond pas. Elle manque un rendez-vous médical. Une amie s'inquiète, elle insiste, elle se déplace, elle ne lâche pas. Elle finit par alerter la police. Elle contacte aussi Chris. Chris est au travail, on l'avertit, il interrompt sa journée et il rentre. Quand il arrive, la scène est déjà là. L'ami, la police et la maison, intacte, fermée, silencieuse. Et très vite, le décor cesse d'être rassurant. La maison est intacte, mais Shannon n'est pas là. Et les 2 petites filles non plus. Chris est là maintenant, présent, visage fermé, voix calme, discours propre. Il parle à la police, puis il parle aussi à la presse. Il demande qu'on retrouve sa femme et ses filles. Ce qui frappe, c'est le contraste, l'urgence autour et cette voix qui reste posée, presque plate. À partir de là, tout s'enchaîne. La mécanique policière tourne plus vite que le récit qu'on voudrait croire. Des contradictions apparaissent, des détails qui ne collent pas, des versions qui glissent. Puis, le polygraphe, l'interrogatoire, et en quelques jours, Chris s'avoue. Et pourtant, l'aveu n'est pas le pire moment. Le pire moment, c'est quand l'enquête sort de la maison, quand elle quitte le décor familial et qu'elle rentre dans le monde de Chris. Un site pétrolier, un endroit de travail, un endroit nu, industriel, froid, du vent, de la terre, du métal. Là, Shannon est retrouvée dans une tombe peu profonde et les 2 petites filles dans des réservoirs de pétrole brut. À cet instant, tout change de texture. On n'est plus dans une disparition, on est dans un crime. Et ça, il faut le dire clairement, la disposition des corps sur un lieu de travail ne raconte pas une stratégie brillante. Elle raconte une tentative d'effacer vite, effacer le problème, effacer la scène, effacer l'image. Voilà les faits. Et après des faits comme cela, l'esprit fait souvent la même chose. Il cherche une étiquette, quelque chose de simple, de rapide, qui range l'horreur dans une case. Le premier mot qui vient souvent, c'est monstre. Il a un pouvoir immédiat, il rassure, et a un effet secondaire, il l'empêche de penser.
Ici, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Comment un homme qui a l'air banal, discret, presque effacé, que tout le monde décrit comme gentil et serviable, arrive à commettre une telle horreur? Pour entrer là-dedans, il faut un axe clinique simple mais décisif. Qu'est-ce qui permet de rester debout quand ça se tend? Quand l'autre n'est plus d'accord, quand l'amour vacille, quand le réel dit non. En clinique, on appelle ça la base de sécurité. C'est ce socle intérieur qui fait sentir très profondément le lien peut se tendre sans se rompre, le conflit existe mais il ne tue pas, je peux décevoir et ne pas être détruit. Quand ce socle est là, la vie fait mal, oui, mais elle reste traversable. On peut perdre, avoir honte, se disputer et rester entier. Quand il est fragile, le psychisme invente des stratégies. Plaire, lisser, éviter, se taire, se dissoudre un peu pour que ça tienne. Et pour rendre ça concret, j'utilise une image, la colonne. La colonne, c'est la base de sécurité devenue intérieure, une verticalité psychique, ce qui permet d'encaisser la frustration, la perte, la chute, sans se sentir détruit. Sans colonne, le conflit n'est pas un outil, c'est une menace. La perte n'est pas un deuil, c'est une annihilation. Et maintenant, on revient à lui, à ce Chris qu'on voit souvent en arrière-plan, le sourire un peu tard, le corps un peu raide, la présence qui s'ajuste. Ce n'est pas un homme qui occupe la scène, c'est plutôt un homme qui se place là où il ne gêne pas. Et c'est précisément ça qui trouble, parce que l'effacement chez certains, ce n'est pas ne rien sentir, c'est une manière d'être au monde, se contenir, se tenir bas, ne pas faire de vagues, comme si l'existence devait rester polie. Chris Watts, au départ, c'est une silhouette. Le gars poli, discret, serviable. Le type qui s'adapte, qui ne prend pas trop de place. Et c'est précisément ça qui trouble. Rien ne crie, pas de débordement, pas de scène, pas de danger affiché. Juste une manière d'être là, en se faisant petit. Pour comprendre ce sans bruit, il faut le voir en scène. Pas en concept, en scène. Sur un lieu de travail, ce type d'homme est souvent impeccable. À l'heure, régulier, le geste précis, la consigne suivie. On lui fait confiance parce qu'il ne discute pas, parce qu'il ne fait pas d'histoire. Et il y a un détail qui compte. On le repère plus parce qu'il évite que parce qu'il affirme. Il n'impose pas, il s'ajuste, il ne prend pas le centre, il prend la place libre. Ça donne un profil parfait pour tenir un rôle et très pauvre pour dire un jeu. À la maison, c'est pareil, présent mais rarement devant. Dans les vidéos de Shannon, il suit le mouvement. Il sourit mais un peu après, il se place à côté. Ce n'est pas un absent, c'est être présent mais sans occuper l'espace, comme si prendre de la place était déjà une faute, comme si le désir devait rester discret pour ne pas déranger. Quand la tension monte, on imagine une explosion, un cri, une scène, une violence visible. Ici, ce qui glace, c'est l'inverse. Ça ne crie pas tout de suite, ça se ferme. Un homme comme ça peut passer d'un oui poli à un silence compact. Il ne s'affronte pas, il se retire. Et à force de se retirer, il ne voit parfois qu'une chose qui tienne, l'image, le décor, le rôle. Dans l'interview de sa mère que vous pouvez retrouver sur YouTube, un refrain revient. Quand il était jeune, dit-elle, il était parfait. Jamais de bagarre, jamais de rébellion, jamais de conflit. Calme, poli, le garçon parfait. Et ce refrain est précieux parce qu'il pose une question. Un enfant qui n'a jamais de conflit, est-ce que ça existe? Ou bien le conflit était impossible? Ou bien il a compris très tôt que l'amour se garde en étant sage. Elle ajoute autre chose, sa timidité. Il a du mal à socialiser. Il n'est pas violent ni explosif, plutôt en retrait.
Et puis elle lâche un détail qui raconte un corps. Quand par exemple Shannon demandait quelque chose, Christopher ne marchait pas, il courait, comme si la réponse devait être immédiate, comme si être à disposition était une manière d'être en sécurité. Elle parle aussi d'un lien fort au père, pas forcément démonstratif, plutôt un amour côte à côte, aider, faire correctement, ne pas compliquer. Et là, quelque chose peut se construire, une colonne empruntée. La verticalité psychique vient du dehors, faire comme il faut, tenir son rôle, être bien. Ça donne des garçons solides en apparence, mais si l'estime de soi tient surtout à l'approbation, c'est-à-dire au regard, à l'image, alors la colonne intérieure reste fragile. Quand la colonne intérieure est fragile, un autre phénomène apparaît. La parole devient rare. Un sujet trop lisse, ce n'est pas neutre, c'est souvent un effort. Un garçon calme peut être calme par nature, ou calme parce qu'il a compris tôt que le calme garde l'amour, que le calme évite le danger, que le calme parfois est la condition pour rester acceptable. Et quand cette armure se construit tôt, elle devient une identité, le gentil, le discret, le serviable, celui qui ne pose pas de problème. Ça a l'air sain, mais cliniquement, une question apparaît simple, presque brutale. Qui est-ce quand il n'y a plus besoin d'être bien? Quand être bien devient une obligation intérieure, le moi finit souvent par tenir ailleurs, pas par le dedans, par le décor. Quand je parle de vide, il ne s'agit pas de dire pas d'émotion. Il s'agit de dire une vie intérieure, parfois peu habitée, peu formulée, peu nommée. Quand la construction s'est faite par adaptation, le désir ne devient pas boussole. L'autre devient un radar. Et à force d'être un radar, on devient excellent pour éviter les tempêtes, mais mauvais pour dire ce qui est voulu. Ce qui est ressenti ne devient pas parole, ce qui est ressenti devient silence. Et le silence ne disparaît pas, il s'accumule. Parfois, on cherche une petite scène d'enfance, une anecdote, un détail. Ici, il y a une scène beaucoup plus parlante, parce qu'elle arrive après, quand tout est déjà là. Chris face à sa mère après les crimes au parloir. Et ce qui frappe dans cette scène, c'est qu'il ne dit vraiment pas ⁇ c'est moi ⁇ Il ne pose pas la phrase. Il dit ⁇ j'ai pris ma décision ⁇ Il dit qu'il plaide coupable pour que ce cauchemar se termine, pour tout le monde. Sa mère résiste, elle s'accroche. Elle répond ⁇ tu ne peux pas t'accuser d'un meurtre que tu n'as pas fait ⁇ Et lui répond ⁇ je sais. Puis, c'est ma décision. Même ici, même au bord du gouffre, la parole ne s'incarne pas. Elle se replie dans une formule, comme si dire je jusqu'au bout, dire j'ai fait, était plus insupportable que tout le reste. Et dans le même mouvement, on entend le lien, une mère accrochée à l'image du garçon parfait, et un fils qui n'a peut-être jamais appris à faire tomber cette image en face d'elle. Et maintenant le noyau, parce qu'une vie, tôt ou tard, exige quelque chose. Un choix, une perte, une chute. Sans colonne intérieure, le conflit n'est pas un outil, c'est une menace. La frustration n'est pas une étape, c'est une humiliation. La perte n'est pas un deuil, c'est une annihilation. Alors le psychisme développe des stratégies efficaces, éviter ce qui frotte, se taire plutôt que d'assumer, s'adapter pour garder la paix, soucouper un peu de soi pour continuer à fonctionner. Et tant que la vie reste stable, ça marche. C'est même séduisant, un homme calme, fiable, facile. Mais quand la vie exige un choix, rester ou partir, dire ou assumer, perdre ou accepter, celui qui n'a jamais appris à tomber cherche une sortie. Et là, une phrase résume la mécanique. Il semble vouloir sortir du couple sans passer parce que le divorce oblige à traverser. Parce que divorcer, c'est traverser, c'est expliquer, négocier, parler, perdre une place. Ça prend du temps, ça fait du bruit, ça fissure l'image. Le dossier montre un historique financier lourd, faillite en 2015, des dettes, de grosses charges. Dans ce contexte, un divorce, ce n'est pas on se sépare et voilà.
c'est une autre maison, une réorganisation totale, une pension alimentaire, une logistique, une réalité qui se compte, qui se signe, qui s'étale. Au moment du procès, le procureur parlera d'un désir de fresh start, recommencer avec une nouvelle relation, une vie neuve, sans conflit, sans explication, sans lenteur, un bouton recommencé posé sur une existence qui, elle, n'a pas de bouton. Et quand la colonne est fragile, quand l'image tient lieu de socle, la rupture adulte devient insupportable. Alors l'effacement apparaît comme une tentation psychique, une sortie muette, une sortie où il n'y a plus de conflit parce qu'il n'y a plus personne. Et c'est là que l'histoire devient dangereuse, parce que la sortie ne commence pas par un cri, elle commence par quelque chose de beaucoup plus discret, une distance. Comme si d'un coup l'air ne circulait plus entre eux. Été 2018, à l'extérieur, tout ressemble encore à un décor cohérent. La maison, les enfants, la grossesse, le quotidien raconté, les photos. Et à l'intérieur, quelque chose commence à glisser. Pas de scènes spectaculaires, plutôt des petits indices qui s'additionnent. On est dans ce genre de bascule où, si on regarde une seule goutte, on ne voit rien. Mais si on regarde le verre, on comprend qu'il est déjà presque plein. Pour comprendre cette distance, il faut la raconter en scènes, des scènes ordinaires, celles qui, sur le moment, ne crient pas danger, mais qui changent l'atmosphère. D'abord, il y a le corps. Chris se change, il se met au sport, il maigrit, il se transforme. Ce n'est pas juste je me remets en forme, c'est comme si une autre version de lui-même commençait à apparaître. Et dans un couple, ça n'est jamais neutre, parce que le corps, c'est aussi un message. Je bouge, je sors de l'ancien, je me prépare à autre chose. Et pendant que lui se transforme, Shannon est enceinte. Elle porte le troisième enfant. Elle est dans un mouvement inverse, elle s'alourdit, elle s'installe dans le nous. Deux rythmes, deux vitesses, deux temporalités qui commencent à se contredire. Dans ce genre de contradiction, il y a souvent un troisième élément. Quelque chose qui arrive comme une fenêtre ouverte dans une pièce trop fermée. Sur son lieu de travail, Chris rencontre Nicole Kessinger. Et ce qui commence là n'a pas forcément la forme d'un grand amour romanesque. Ça a la forme d'un oxygène, quelqu'un qui le regarde autrement, pas comme le mari d'eux, pas comme le père d'eux, pas comme une pièce du décor familial, juste comme un homme. Et pour un profil qui a construit sa sécurité dans la datation, c'est puissant. Parce que ça donne l'impression d'exister sans effort, sans conflit, sans devoir tenir le rôle. Pendant que cette bulle se construit, un événement très concret va rendre la distance encore plus nette. Un événement daté, presque banal, et pourtant décisif. Le 27 juin 2018, Shannon part avec Bella et Céleste en Caroline du Nord, un long séjour chez la famille. Chris, lui, reste au Colorado pour travailler. Et là, dans une maison habituellement pleine de bruit d'enfants, il y a du vide. Le vide du matin, celui du soir, le frigo qui souffre sans qu'on prépare un goûter, les jouets qui ne traînent plus, les bains qui n'existent plus, le quotidien qui se simplifie. Pour certains couples, c'est juste un été. Dans ce dossier, c'est un accélérateur. Parce que cette absence crée une sensation dangereuse, une vie possible, sans conséquences immédiates. Et c'est là que le double fond s'installe. Quand Shannon appelle, quand elle écrit, quand elle demande des nouvelles, Chris répond, mais autrement, plus court, plus tard, moins chaud. Ou alors, il oublie totalement de répondre. Ce n'est pas un homme qui hurle, c'est un homme qui se retire. Et pour quelqu'un comme Shannon, très dans le lien, ça se sent tout de suite. Elle n'a pas besoin d'une preuve spectaculaire, elle a besoin d'une vibration. Et la vibration n'est plus la même. La distance dans un couple, ce n'est pas qu'une affaire d'amour, c'est une affaire de langage. Et ici, ce qui change, c'est le langage intime. Les mots deviennent rares et le silence devient une matière. À ce moment-là, Shannon cherche à comprendre. Elle tente de recoller les morceaux, elle questionne, elle insiste. Parce que quand on est moteur, on croit qu'on peut tout réparer par l'action, par la parole, par l'organisation. Mais ce qu'elle a en face n'est pas une dispute, c'est une fermeture. Et dans une fermeture, on s'épuise vite parce qu'on n'a rien à attraper. On peut négocier avec un non,
On ne peut pas négocier avec une absence. Il y a une autre ligne de fracture, plus ancienne, plus souterraine, celle entre Shannon et les parents de Chris. La relation entre Shannon et les parents de Chris est conflictuelle, au point que ses parents ne seront pas au mariage. Cet arrière-plan compte parce qu'il installe quelque chose dans le couple, un soutien instable autour. Quand ça va bien, ce genre de tension reste à la périphérie. Quand ça va mal, ça devient une faille. Et pour un homme qui s'est construit en étant le fils parfait, couper, trancher, prendre parti, c'est déjà un effondrement intérieur. Alors au lieu de poser un choix clair, il peut se figer. Au lieu de parler, il peut disparaître à l'intérieur de lui-même. Et au lieu de traverser le conflit, il le laisse monter sans jamais l'habiter. À ce stade, la question n'est plus est-ce qu'il l'aime encore? La question devient comment il sort? Et c'est là que la colonne revient. Quand la colonne manque, le psychisme cherche une solution qui évite la chute. Et ici, cette solution, c'est la distance. Un retrait, un effacement progressif. D'un côté, la vie officielle, le rôle, la maison, les enfants, le tout va bien. De l'autre, une bulle parallèle, un endroit où l'air circule, où l'on respire, où l'on se sent autre. Et plus cette bulle devient respirable, plus la vie réelle devient lourde. Ce mécanisme a un effet très concret. Il évite la scène où il faudrait dire je pars, je fais du mal, je suis le mauvais. Alors à la place, il y a des réponses tardives, plus courtes, plus neutres, moins de chaleur, moins de présence, pas de conflit ouvert, juste une disparition dans le lien. Et à ce stade, on arrive au bord, parce que la distance finit toujours par provoquer une scène. Un moment où l'autre demande « alors ?» Un moment où il faut répondre, un moment où l'image ne suffit plus. Et c'est ça le piège de la distance. On croit qu'on évite la chute, mais on fabrique une scène encore plus violente. Parce qu'à un moment, le réel revient toujours demander des comptes, une question, une vérité, une décision. Et dans cette histoire, cette scène a une date, la nuit du 13 août 2018. On pourrait croire que le passage à l'acte, ça explose, que ça crie, que ça déborde. Dans cette affaire, c'est l'inverse, ça se referme. Et c'est ça le cœur clinique. Ce n'est pas une colère qui déborde, c'est une chute qui devient impossible. Parce qu'à ce moment-là, Chris n'est pas un homme qui se bat, c'est un homme qui veut sortir, mais sans payer le prix psychique de la sortie. Or, une séparation, ce n'est pas juste je pars, c'est du bruit, des explications, des larmes, des reproches, une perte de statut, une image qui se fissure. Et si la colonne intérieure est fragile, ce bruit-là devient un danger vital, vital au sens psychique, comme si l'être ne survivait pas à la honte. Alors, un mécanisme apparaît souvent chez les profils très adaptés, le clivage. Le clivage, c'est quand le moi est dissocié, d'un côté l'image, de l'autre le réel. D'un côté, je suis un bon gars, de l'autre, je veux disparaître de cette vie. Et surtout, je veux la sortie sans l'effondrement. À l'extérieur, il continue, il répond, il fait ce qu'il faut, il joue le rôle, mais dedans, c'est souvent autre chose. Une désertification progressive. Le désir ne devient pas parole, il devient couloir, une ligne droite vers ailleurs. Et à partir de là, le lien n'est plus un lien, c'est un obstacle. Dans un couple, une grossesse peut rapprocher ou éloigner. Mais dans tous les cas, ça met du réel, le réel du corps, le réel des responsabilités, le réel du temps qui ne revient pas en arrière. Et pour quelqu'un qui tient surtout par l'image, la grossesse peut être vécue comme ça se referme. Ce n'est pas une joie, c'est une fermeture, comme si la porte de sortie se rétrécissait. Et là, une question arrive lourde. Si je pars maintenant, je deviens quoi? Un mari qui quitte sa femme enceinte, un père qui expose sa famille, un homme qui perd l'adhésion du décor. La chute sociale, la honte, le regard des autres, ce n'est plus un désagrément, c'est une menace d'annihilation. Et c'est ici que quelque chose de très particulier apparaît, un fantasme psychique,
l'idée qu'il existe une sortie sans scène, sans explication, sans larmes, sans «tu m'as fait ça», sans regard, l'effacement. Et il faut être précis, ce fantasme n'est pas «je veux faire du mal», c'est «je veux que ça s'arrête». Je veux que le réel cesse d'insister, je veux que la question cesse de revenir, je veux que la chute n'existe pas. Sauf que le réel ne disparaît pas lorsqu'on le souhaite. Alors le psychisme, quand il est coincé, il peut produire une idée terrifiante. Si le réel ne se tait pas, je vais le faire taire. Derrière les raisons visibles, il y a une organisation psychique. Ici, on peut parler d'une organisation narcissique fragile. Un moi qui tient surtout par l'image, par le rôle, par l'approbation. Un faux self très adapté, très comme il faut. Et quand la séparation oblige à être vu comme celui qui brise, la chute devient insupportable. Alors, le psychisme cherche une sortie qui évite la scène. Et là, quand on se demande, mais pourquoi il ne divorce pas? Parce qu'ici, divorcer ne veut pas dire on se sépare. Divorcer, ça veut dire quitter une femme enceinte, devenir celui qui brise, et en plus, pour une autre femme. Dans le regard des proches, dans le récit social, dans la mémoire du couple, il ne serait plus le gars discret, le père bien, l'homme très gentil. Il deviendrait le mauvais rôle, celui qu'on juge. Et sans colonne intérieure, assumer ça, ce n'est pas une étape douloureuse, c'est une chute. Une humiliation vécue comme une disparition de soi. Et c'est là que naît la fantaisie la plus dangereuse. Passer d'une vie à une autre. Comme si on pouvait glisser d'un foyer à un autre, sans scène, sans reproche, sans lenteur, sans avoir à porter la responsabilité. Un changement de décor, un après immédiat, une vie neuve, sans les débris de la précédente. Et au bout de tout ça, il faut revenir au réel, au plus simple, au plus brutal. Chris Watts n'a pas dérapé, il a tué. Il a décimé une famille, une femme enceinte, 2 petites filles, un foyer entier. Et ce qui glace, ce n'est pas seulement l'horreur, c'est le contraste, une maison propre, une pelouse, des vidéos, une vie qui ressemblait à un modèle. Et derrière, un passage à l'acte qui efface tout. Dans cette affaire, l'effacement n'est pas une idée abstraite, c'est une disparition réelle, des corps, un silence, un décor qui continue d'exister alors que les vivants, eux, n'y sont plus. Et c'est peut-être ça le point le plus insupportable, il n'a pas supporté la chute. Alors, il a fait chuter le monde. Et il reste cette scène insupportable. Dans une vidéo, sa fille chante que son père est un héros. Le héros a tué. Et c'est ça qui glace. L'amour d'un enfant peut faire briller une couronne sur la tête d'un bourreau. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Prochain épisode Dupont de Ligonnès, un familicide et une disparition qui ressemble à un décor qu'on a vidé. Si vous voulez soutenir Clinique du crime, abonnez-vous, mettez une note et partagez l'épisode. Merci d'être là. À très bientôt.